Parfois, l'histoire nous offre des récits qui semblent tout droit sortis d'un roman. C'est complètement le cas de François-Marie de Pinguilly-Laridon. Son histoire, c'est celle d'une rencontre, disons, improbable, d'un simple geste de bonté et d'un destin qui va en être bouleversé à tout jamais. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça à ça? De simple curé dans la campagne bretonne à précepteur des enfants du tsar de toutes les Russies? C'est la question au cœur de cette histoire. Et croyez-moi, le parcours qui relie ces deux mondes est juste extraordinaire. On attaque la première partie, un prêtre au palais. Pour bien comprendre ce destin complètement hors norme, il faut qu'on revienne au tout début de l'histoire. D'abord, il faut savoir qui est cet homme. François de Pinguilly-Laridon, il est né en 1747. C'est pas n'importe qui, c'est un érudit. Il est même admis dans le très prestigieux collège Louis-le-Grand à Paris. Il est ordonné prêtre en 1772, et puis il mène une vie somme toute assez tranquille, très dévouée, comme recteur à Châteaulin en Bretagne. Bref, une vie simple, bien loin des complots et des intrigues des grandes cours européennes. Et puis, en 1782, un événement. Un truc totalement imprévu qui va faire basculer sa vie. Une rencontre, une simple rencontre fortuite, qui va sceller son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais, mais alors jamais, pu imaginer. Imaginez un peu la scène, c'est presque du théâtre. Le futur tsar Paul Ier, rien de moins que le fils de la grande Catherine de Russie, voyage incognito avec sa femme. Ils se font appeler le comte et la comtesse du Nord. Leur cortège, 30 chevaux, arrive complètement épuisé à Châteaulines. Et là, manque de bol, c'est le 24 juin, jour de foire. Toutes les auberges sont pleines à craquer. Alors un fonctionnaire local, un peu désemparé, se tourne vers le recteur Pinguilly-Laridon et lui demande de bien vouloir héberger ses voyageurs. Bon, au début il est un peu réticent, mais le prêtre finit par accepter et il accueille ses invités avec une hospitalité incroyable, sans se douter une seule seconde de leur véritable identité. Et puis, tout s'écroule. La Révolution française éclate et vient tout balayer sur son passage. En refusant de prêter serment au nouveau régime, Pinguilly-Laridon devient un ennemi de l'État. Il n'a plus le choix. Il doit fuir pour sauver sa peau. C'est le début d'une longue période d'errance. Entre 1792 et 1798, il vit en exil, d'abord à Jersey, puis en Belgique et pour finir en Autriche. Sa situation devient de plus en plus difficile, de plus en plus précaire. C'est un réfugié parmi tant d'autres, sans argent et sans beaucoup d'espoir. Et c'est là, dans le dénuement le plus total, qu'il va tenter le tout pour le tout. Il se souvient de ces fameux voyageurs, ces distingués, qu'il avait hébergés des années auparavant. Alors il prend sa plume et il écrit une lettre au comte du Nord, qui, entre-temps, est devenu le très puissant tsar Paul Ier de Russie. Il lui rappelle simplement l'hospitalité qu'il lui avait offerte dans son modeste presbytère. Et là, la réponse ne se fait pas attendre. Le tsar n'a pas oublié, pas du tout. Il envoie immédiatement une lettre de change de 250 roubles. C'est incroyable, la rapidité de la réaction. Ce simple geste de générosité, ça prouve à quel point le souvenir de l'accueil chaleureux du prêtre était resté gravé dans la mémoire de l'empereur. Mais le tsar ne va pas s'arrêter là. Non, loin de là. Terriblement reconnaissant, il va récompenser ce geste d'hospitalité bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il invite le prêtre breton à le rejoindre à Saint-Pétersbourg. Une fois à la cour, le tsar le reçoit princièrement, comme le disent les chroniques. Il lui propose carrément un évêché en Pologne, ce que l'abbé, très humblement, refuse. Mais Paul Ier veut absolument le remercier. Alors il le nomme précepteur de ses propres enfants. Une position de confiance et de prestige immense. Ça, il accepte. Et il accepte aussi une pension très généreuse. 10 000 livres, voilà le montant de la pension annuelle que le tsar lui accorde. Pour l'époque, c'est une somme colossale qui assure son avenir et qui montre bien l'immense gratitude de l'empereur. Ce qui est dingue ici, c'est vraiment la transformation totale de sa vie. Il passe de réfugié sans un sou à protégé de l'empereur. L'amitié du tsar, elle ne s'exprime pas seulement par des titres et de l'argent. Non, elle se manifeste aussi par des cadeaux personnels, des cadeaux très précieux, dont certains existent encore aujourd'hui. Et ils servent de preuve tangibles à cette histoire incroyable. Et oui, cette preuve, elle existe bel et bien. Au musée de Quimper, sa ville natale, on peut admirer cette magnifique bonbonnière en écaille et en or. Regardez bien le médaillon, c'est le portrait du tsar Paul Ier. C'est un lien direct, un souvenir matériel de cette amitié complètement hors du commun. Et l'histoire se termine avec une anecdote encore plus fascinante. Une deuxième tabatière, celle-ci en or, a été héritée par le cousin de l'abbé. Des années plus tard, quand ce cousin a été nommé ambassadeur à Saint-Pétersbourg, eh bien cette même tabatière lui avait servi, je cite, de lettre d'introduction. Comme quoi, la générosité du tsar continuait d'ouvrir des portes bien des années plus tard. Au final, l'histoire de François de Pinguilly-Laridon s'achève en 1817 à Saint-Pétersbourg, où il meurt respecté et honoré. Son parcours nous laisse avec une question assez puissante.
À quel point un simple acte d'hospitalité, un geste de bonté fait sans la moindre attente de retour, peut-il changer radicalement le cours de toute une vie?